Bonjour à toutes et tous. Je vais modérer cette table ronde. Je suis Jacques Araskeviès, directeur de l'école de journalisme de Cannes. Table ronde sur un sujet éminemment brûlant, plus que d'actualité, qui concerne donc l'IA, les fake news, la post-vérité, les post-vérités, enjeux pour la formation et l'information des journalistes, notamment. Avant de présenter tous ceux qui sont autour de cette table, d'ailleurs plutôt de sexe masculin, si je ne m'abuse, pardon du... Pardon. Oui, présenter juste quelques petits éléments. Voilà, Presse Gazette, Future Media. C'est Charlotte Tobit qui produit ça. Donc là, vous avez un schéma sur l'expansion des partenariats entre des entreprises type OpenAI et des entreprises de presse. Et donc, en même temps qu'il y a cette expansion, mon collègue tout à l'heure reviendra sur cette question, en même temps qu'il y a cette expansion-là, on observe aussi une augmentation du nombre de procès concernant toutes les problématiques qui sont posées par l'IA, hein, les droits d'auteur, les éventuelles usurpations d'identité, enfin bref, un certain nombre de choses, la possession des données, enfin, pas mal de questions qui se posent. Évidemment, moi je travaillais longtemps à Sophia Antipolis, et à Sophia Antipolis, vous avez quelque chose qui s'appelle le W3C Consortium. Le W3C Consortium, c'est un endroit où on décide des formats du web. Vous en avez une dizaine dans le monde. Et des standards qui vont être utilisés par le web, et qui est quelque chose de financé comme une fondation avec des fonds privés. Mais c'est ces fonds-là qui décident de la manière dont on va utiliser nos téléphones en 4G, en 5G, des normes, des .org, des .org ou autre chose. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas été particulièrement consultés concernant, par exemple, l'utilisation des nouvelles formes d'Internet. On aurait pu penser à un développement d'Internet très très différent de celui qui est en train de se passer, beaucoup plus partagé dans le monde, avec des normes moins axées, par exemple, sur la commercialisation de biens. Et tout ça, et nous n'en décidons pas, en quelque sorte. Et donc, évidemment, là, on est dans un phénomène qui est quand même tout à fait nouveau. Alors, non pas que l'intelligence artificielle, ça soit tout à fait nouveau, et au contraire, ça a apparu dans les années 50, comme vous savez, que ça a failli disparaître en fin des années 70, 75, là, qu'on n'a pas été... c'était pas très loin de disparaître, et puis qu'il y a eu un retour là depuis 2 ans, notamment via ChatGPT, et que évidemment, quand on est dans un syndicat, on se pose quand même la question de comment le métier va être directement ou indirectement impacté, comment les métiers du journalisme vont être impactés, comment les entreprises de presse vont être impactées, et avec des positionnements qui sont tout à fait légitimes. Des inquiétudes sur le fond de problèmes économiques. Aux assises du journalisme à Bruxelles, il y avait une intervention de Martine André. Comment les big tech trahissent nos démocraties, notre économie, où on voit bien que ces entreprises sont dans des situations qui sont de plus en plus monopolistiques.
Dans un exposé très impressionnant, donc Martine André montre que les big tech, en fait, qu'on n'a jamais été dans des situations pareilles de monopole. Et de manière amusante, il fait référence à un mécanisme découvert dans les années 1930 par Lasswell, hein, sur comment, dans un système, en fait, se positionnent ces grandes plateformes que sont YouTube, Facebook, Instagram, Google et Amazon pour aller en fait vers un acte d'achat. Tout simplement, donc sur voilà aussi des engagements spécifiques, et que tout ça conduit aujourd'hui effectivement à une forme de souffrance assez partagée. Assez partagé. Là, ça vient d'aujourd'hui, hein, avec Alexandre Lerêtre, qui, pour Touch Live, là, a fait une enquête sur l'USAID. Et en fait, il y a non seulement des problèmes économiques, mais il y a aussi des problèmes politiques, hein, qui sont liés au développement de l'IA. Et avec l'arrivée du gouvernement Trump, on constate qu'un certain nombre de fact-checkers, d'entreprises de consortiums de journalisme financés étaient en réalité financés dans la meilleure idée possible, hein, mais pour la démocratie. Donc ça pose à minima des questions, et moi j'ai des collègues qui travaillent pour l'OCCRP, et effectivement eux-mêmes n'étaient pas au courant, enfin, sur l'importance toujours des financements américains, par exemple, dans leur travail, quoi. Voilà. De fact-checkers. Et puis évidemment, de l'autre côté, une intelligence artificielle qui va nous permettre d'aller contre toutes les problématiques de désinformation. Les publications de David Chavalarias, hein, qui sont extrêmement intéressantes. Et j'en lis juste la conclusion. Une chose est sûre, en une seule génération, nos sociétés ont été plongées dans un environnement numérique radicalement nouveau, dont on ne mesure pas encore tout à fait les effets. Et évidemment, la problématique qui se pose aux écoles, mais qui se pose à peu près à chacun d'entre nous, partout, c'est la vitesse de transformation du monde numérique, ce plissement numérique auquel nous avons affaire, sur lequel on reviendra. Il va beaucoup plus vite que notre capacité à nous adapter, en tout cas individuellement et même collectivement peut-être. Et donc, quels sont à partir de ce moment-là les éléments de formation et comment informer dans ces conditions-là, et on reviendra sur les conditions actuelle, donc une réalité paradoxale mais peu contrastée, avec, vous le savez, un journalisme qui est souvent aujourd'hui assiégé par les fake news, assiégé par la post-vérité, et avec des gens dans une optique de soft power, hein, qui utilisent les réseaux sociaux avec des idées bien précises sur les résultats qu'ils veulent obtenir. Voilà, donc on est dans ce contexte-là global, et on s'interroge là sur cette table ronde sur la manière dont on peut enseigner, développer des initiatives pour des étudiants en journalisme, dans le cadre des écoles reconnues. Et je dirais qu'on est un peu ici, aujourd'hui, en avance de phase, hein, parce que beaucoup d'écoles développent un certain nombre d'éléments. On n'a pas encore véritablement développé une réflexion commune sur la manière de qu'est-ce qu'on allait prioriser dans ce rapport complexe, hein, d'évolution marginale ou centrale, suivant les positions, compte tenu du plissement numérique du monde, comment on continue à enseigner le journalisme d'une manière réaliste. Voilà, donc je passe... alors, je vais présenter
pardon, les intervenants. Donc, Cédric Ounou, qui est intervenant à l'École de journalisme de Cannes, ATER, qui travaille par ailleurs sur un projet de développement qui s'appelle Catapulte, avec notamment la chaire UNESCO, donc sur les nouvelles pratiques médiatiques. D'une part, Vincent Berthier, donc responsable du desk technologie, et qui est journaliste à Reporters sans frontières, avec une initiative qui a été développée et sur lequel on reviendra, qui est un projet associé à une problématique IA, et ce projet étant le projet Spinoza. Donc les choses bougent. Alors Simon Gadras, merci. Donc enseignant-chercheur à l'université Lyon 2. Vous venez d'obtenir, et c'est pas rien, donc un financement pour un projet de recherche donc de compétences et métiers d'avenir qui porte sur l'enseignement de l'IA. Et là aussi, on va essayer de se projeter dans l'avenir de ce projet, de ce qui vous préoccupe dans ce développement d'un enseignement généraliste déjà et aussi spécialisé par rapport aux journalistes sur les questions d'IA. Voilà. Et je termine notre liste par Julien Kostrech, donc, qui est directeur et cofondateur de West Media Lab. Avec, je vous invite à aller voir toutes les formations qui sont proposées, alors qui sont plutôt des formations à destination des journalistes, proposées par West Media Lab, mais qui sont aussi des formations proposées à des étudiants au journalisme. Et on y reviendra sur des magnifiques projets de développement associant journalistes, designers, informaticiens dans des équipes, quoi. Une autre façon probablement de travailler, quoi, en fait. Voilà, merci beaucoup et je passe tout de suite la parole à Cédric, si vous pouvez développer les problématiques, ce que vous... Enfin, tout ça, je veux dire, indépendamment, on y reviendra d'éléments extrêmement pratiques, de formation extrêmement spécifiques. Tout ça renvoie évidemment, comme j'ai essayé de l'introduire, à une culture numérique, à une prise de conscience de ce qui est en train de se passer, et notamment auprès des jeunes étudiants. Je pense qu'on y reviendra souvent, mais il est rare que les étudiants n'utilisent pas l'intelligence artificielle, voire l'intelligence artificielle générative, y compris dans les activités d'enseignement. Merci Jacques, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis bien Cédric Ounou, c'est bien moi. Alors, pour commencer, je dirais tout de suite qu'une révolution est en cours dans le monde, de toute évidence. Et cette révolution, c'est la révolution numérique. C'est vrai que l'IA n'est pas si récente. Il faut remonter à les années 1950. Et l'IA, on en parlait déjà de l'IA à cette époque. Mais avec les développements récents de ces 10 dernières années, on sent clairement que nous tombons dans une révolution numérique parce que ça impacte tous les domaines de la vie. Tous les domaines d'activité sont clairement impactés. Mais je dirais aussi que dans l'histoire de l'humanité, toute révolution technologique suscite bien évidemment enthousiasme et inquiétude. Ce n'est pas la première fois que une révolution technologique suscite tant d'enthousiasme et à la fois d'inquiétude. L'histoire a montré que déjà avec l'écriture, là on va essayer de projeter, toute révolution technologique évidemment suscite enthousiasme et inquiétude. On l'a vu dans l'histoire de l'humanité avec l'écriture, l'imprimerie et récemment la calculette, et aujourd'hui avec l'IA, bien évidemment. Alors, avec l'écriture, les philosophes grecs, notamment y compris Socrate, s'inquiétaient que l'écriture transforme la pensée humaine et rende les individus plus dépendants des supports d'écrit plutôt que d'exercer leur mémoire. Donc, ce n'est pas la première fois qu'une révolution technologique est contestée. Alors,
quand on passe l'écriture et qu'on arrive à l'imprimerie, c'était le même cas. Des intellectuels et des institutions religieuses contestaient parce qu'elles estimaient que la prolifération des idées, la diffusion de publications non censurées peut entraîner un chaos intellectuel. On l'a connu, mais aujourd'hui l'imprimerie, elle est là et elle est réelle. Et plus récemment, dans les années 50-60, avec la calculette, il y a notamment beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, je vais dire, qui s'inquiétaient, qui redoutaient que la calculette ne fragilise la mémoire, les compétences, on va dire, en mathématiques des apprenants. Et la calculette a été aussi quelque peu contestée. Alors, aujourd'hui, on est dans la même problématique avec l'IA. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dit, notamment avec l'IA? C'est que les optimistes s'intéressent avant tout à ce que l'IA générative peut faire pour nous. Les pessimistes s'inquiètent de ce que l'IA fera de nous. Et bien évidemment, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir qu'est-ce que nous pourrons faire avec l'IA. Et toute la problématique est là. Dans la formation et dans l'information, les enjeux sont réels aujourd'hui. Alors, il faut noter aussi tout de suite que l'internalisation de l'IA, c'est quelque chose de réel. Les enjeux qui se posent à l'IA sont transnationaux. Ça dépasse un pays. Et les défis s'élèvent, on va dire, à l'échelle mondiale. La diffusion des fake news, c'est pas l'apanage d'un pays, ça concerne tous les pays, voyez-vous. Et les défis de coopération et de régulation s'avèrent aujourd'hui primordiaux et nécessaires. Alors, on va revenir un peu plus sur les enjeux liés à la formation et à l'information pour dire qu'aujourd'hui, de toute évidence, dans la formation, il y a nécessité qu'une éducation numérique, que l'accent soit mis sur l'EMI pour identifier les sources fiables et les sources non fiables. Aujourd'hui, il faut que nos apprenants arrivent à identifier d'eux-mêmes les sources fiables et les sources non fiables. Renforcer les compétences des journalistes face aux usages de l'IA, on va y revenir, ça c'est sûr. Développer des compétences en littératie médiatique pour renforcer justement l'esprit critique et la vérification des informations. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, se posent comme primordiales aux défis qui se posent avec l'IA. Et bien évidemment, l'UNESCO encourage fortement l'autonomisation des individus, y compris des apprenants, face aux défis de l'IA. Il y a le rapport de l'UNESCO rédigé l'année dernière, en 2024, qui met un point d'honneur sur la nécessité de rendre les individus autonomes face au développement de l'IA. Alors, donc, tout de suite, c'est ce que je pourrais dire en guise d'entrée en matière. On va y revenir, ça c'est sûr. Allez, Jacques. Merci. Donc, Vincent, donc, comme je disais, vous avez développé donc, le projet, vous participez au développement du projet Spinoza. Vous en êtes de ce projet? Est-ce que vous pouvez le présenter rapidement, son lien avec l'IA, l'utilisation qui en est faite et les possibilités de développement qui pourraient en découler? Bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, le projet Spinoza, c'est un projet qui a été développé, annoncé officiellement par Reporters sans frontières en novembre 2023, un mois après la publication d'un autre gros projet qu'on avait lancé au Bureau Technologie de RSF, qui était la Charte de Paris, qui est une charte éthique internationale sur l'usage de l'IA dans les médias. C'est par hasard. Le projet Spinoza est d'une certaine manière une vision appliquée de l'éthique de l'IA dans le journalisme. L'idée est assez simple, c'était tout simplement de dire, bon, on a mis en place des garde-fous, on a invité les médias du monde entier à s'en emparer,
Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire cette charte si le sujet vous intéresse. La question maintenant est de savoir si, avec l'IA générative, qui fait partie de cette grande vague d'innovation à laquelle on assiste, nous, moi je suis toujours très scrupuleux à l'idée de parler de révolution, pas parce que je suis contre les effets annoncés de ces technologies, mais parce que j'ai toujours la crainte de souffler le vent dans le dos des promoteurs de technologie. Mais bon, on va voir si, en fait, on peut faire quelque chose avec cette technologie en journalisme. Parce que ça va pas de soi. Quand on utilise ChatGPT, on tombe à la fois sur une machine merveilleuse qui, à un mot donné, vous répond une phrase et qui, en même temps, vous demande de le réécrire en permanence puisque ça n'a pas de sens, parce que c'est biaisé, parce que ça ne correspond pas. Donc on s'est demandé, et si on faisait un projet expérimental pour voir comment est-ce qu'on peut se servir de l'IA dans le journalisme ? Comment est-ce qu'on peut intégrer des valeurs journalistiques dans l'intelligence artificielle et pas juste subir, en fait ? Est-ce qu'on peut tout simplement travailler à faire en sorte de mettre l'IA au service du journalisme ? C'est comme ça qu'on appelle... c'est le nom de la campagne dans laquelle on regroupe tous nos projets liés à l'intelligence artificielle à Reporters sans frontières, c'est mettre l'IA au service du journalisme. Et le projet Spinoza, l'idée, c'est de faire travailler ensemble des médias pour développer une culture commune, pour voir ce qu'il est possible de faire, comment est-ce qu'on peut développer la machine, c'est-à-dire à la fois comment est-ce qu'on peut la prompter, comment est-ce qu'on peut sélectionner les données qu'elle va traiter, comment est-ce qu'on peut faire ça de manière éthique à la fois d'un point de vue d'éthique courante, c'est-à-dire la transparence, la responsabilité, le fait d'avoir le droit d'utiliser les données, mais aussi d'éthique de conception. C'est-à-dire comment est-ce qu'un outil d'IA dans le journalisme doit être fabriqué, quelles fonctionnalités doit-il avoir pour pouvoir permettre aux journalistes de garder le contrôle et donc d'avoir l'IA à son service. Donc c'est ça les ambitions du projet Spinoza. Aujourd'hui, on a quasiment atteint la fin de cette expérimentation, puisqu'en fait là, la prochaine étape, c'est la dernière, c'est-à-dire d'ouvrir le code, puisque cette expérience, on l'a fait de manière fermée, en partenariat avec des médias membres de l'Alliance pour la presse d'information générale. L'Alliance est d'ailleurs le partenaire de RSF sur ce projet. On a un peu plus de 120 médias qui ont rejoint le projet, parce qu'il y a des groupes et donc il y a un certain nombre de rédactions qui sont des rédactions de petite taille, mais voilà, tout le monde a voulu s'impliquer à son échelle sur ce projet. Et ce qu'on a développé dans le cadre fermé, on va le prendre et on va le rendre public en rendant open source ce qu'on peut rendre open source, c'est-à-dire le code, les prompts sur les requêtes qui sont adressées à la machine, ainsi que les données de ceux qui voudront bien les rendre publics, c'est-à-dire pas les médias, mais par exemple, Spinoza traite du changement climatique, donc il y aura des rapports du GIEC, des rapports de l'ADEME, et puis on est en discussion avec d'autres organisations pour rendre ça public, et c'est d'ailleurs une des principales difficultés, non pas qu'elle soit réticente, mais aujourd'hui on est sur un cadre juridique qui n'est pas encore prêt à ce genre de cas d'usage, puisqu'en fait, finalement, beaucoup vont penser que c'est parce qu'une donnée est accessible publiquement sur Internet qu'on peut l'utiliser. Or, ce n'est pas le cas. Et nous, on veut justement vraiment faire le tour. Dire, voilà, est-ce qu'on peut l'utiliser, comment ? Et donc, le temps de parler avec les gens qui comprennent les enjeux, ça prend un peu de temps. Mais voilà, là, on en est ici, du projet Spinoza. Oui, vous parlez du rapport du GIEC, de la PBES. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu les rapports du GIEC ou les rapports de la PBES. Alors, c'est plus sympathique du côté de la PBES, mais à chaque fois, ce sont des sacrés morceaux. Et en fait, la légitimité de l'utilisation, en quelque sorte, de l'IA dans ce cadre-là, c'est que ce sont quand même des gros textes, des grosses données à gérer, et que l'IA vous permet d'avoir des réponses. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Quel rapport avec les journalistes qui l'ont utilisé ? Quelles sont les complexités ? Le rapport, c'est qu'en effet, il n'y a pas grand monde qui a lu les rapports du GIEC, c'est indiscutable, et que ceux qui servent le plus de Spinoza, c'est ceux qui ont lu les rapports du GIEC. Parce que, en fait, l'IA générative, elle produit certes un texte, et surtout, elle produit un hypertexte, c'est-à-dire un lien cliquable qui va vous rediriger vers le document source, et que c'est pas une fin en soi pour un journaliste. C'est-à-dire, OK, il y a un résumé, ils sont assez au courant en fait d'un certain nombre de choses, comme par exemple le fait que le texte n'est pas fiable en lui-même. Nous, on a un principe dans la Charte de Paris, c'est qu'on considère que
tout texte produit par une IA est considéré comme faux jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est ce qu'on applique scrupuleusement à Spinoza, c'est-à-dire qu'on renvoie, l'outil est configuré pour ne pas donner d'informations s'il ne peut pas les sourcer. Et comme ça, on peut vérifier plus facilement si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et en fait, on se rend compte que ce qu'ils vont faire, c'est aller directement à la source et en fait passer par l'interface textuelle pour aller beaucoup plus rapidement à la source qu'ils ne le feraient. On a eu des super verbatim qu'on a mis dans le rapport. On a publié un rapport sur cette question parce que quand vous avez un journaliste qui vous dit c'est mieux que Google, c'est quand même une forme de victoire. Alors, je pense que c'est pas mieux que Google, mais c'est différent. C'est différent pour plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup moins de données. La deuxième, c'est que toutes les données qui ont là, elles ont été sélectionnées par des journalistes. C'est des journalistes spécialisés qui ont dit moi, j'utilise à mon échelle ce genre de rapports. Et ce sont des rapports publics. Donc, hop, je les mets dans la base de données. Et les autres valident et disent oui, c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on contribue à créer une connaissance commune journalistique. On a beaucoup de presse régionale dans le projet. Et en fait, c'est comme ça qu'on développe un peu la base de connaissances de l'outil. Donc c'est ça, en fait aujourd'hui c'est un outil c'est un prototype, une maquette même on pourrait dire, qui est plébiscité par les journalistes les plus spécialisés dans le sujet qu'ils traitent, puisqu'en fait c'est une constante en IA générative pour l'instant, je trouve. Vous ne pouvez bien faire avec ce genre d'outil que les tâches que vous savez déjà faire, puisqu'il faut que ce soit des tâches que vous soyez capable d'expliquer, de détailler, puis de vérifier. Et un journaliste qui a lu un rapport du GIEC, il sait parfaitement, alors pas au mot près, et c'est pour ça qu'il se sert de l'outil, mais il sait en fait beaucoup mieux que les autres ce qu'il peut demander à un rapport du GIEC et ce qu'il ne peut pas lui demander. Juste un dernier élément, en termes de prospective, de fouille dans le futur, quel peut être le devenir d'un projet comme celui-là, ou quel serait votre souhait, en tout cas, puisque vous avez indiqué que donc, un certain nombre d'éléments, notamment l'algorithme, seront en open source. Il y a d'autres choses qui doivent être associées pour pouvoir vraiment transmettre ces éléments. Comment vous en êtes de tout ça? Alors, ce qu'on va rendre open source, c'est l'interface, c'est l'algorithme d'embedding qu'on utilise, c'est-à-dire l'embedding, c'est ce qui va chercher les mots dans les textes. C'est en lui-même déjà un algorithme open source qu'on utilise. C'est vraiment l'interface, la construction, les prompts, tout le travail qui a été fait sur la logique, le côté de l'aspect logiciel au sens strict. Nous, on ne fait pas mystère de ce qu'on veut. Nous, on appelle les médias à travailler ensemble, les médias et les journalistes. On pense que c'est fondamental. On pense qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, on sent une forme de crainte, d'appréhension, peut-être aussi parce qu'il y a ces discours de tout va si vite, qui fait que c'est très très compliqué de se positionner. Moi, j'aime bien faire un pas de côté. En fait, il y a beaucoup d'annonces, en effet, mais tout va pas si vite. La technologie, elle reste relativement stable, elle s'améliore, mais la révolution, si elle doit être là, c'est un ensemble, c'est pas une révolution toutes les 2 semaines. Pour nous, ce qui est important de faire, c'est que les médias s'organisent pour participer à ce processus d'innovation, intégrer des valeurs journalistiques, puisque, comme vous le soulignez, personne ne leur demande leur avis. C'est une constante aussi dans le numérique. Donc, les médias ont des choses à dire. Les médias sont extrêmement légitimes en tant qu'entreprise technologique. Ce sont historiquement des entreprises de technologie. Les journalistes sont quand même des spécialistes de la certification de la donnée. Et donc, dans le cas d'une technologie qui est une technologie du traitement des données ou une technologie d'archives, dans les 2 cas, les journalistes ont des profils extrêmement pertinents et ont des choses à dire. Et on appelle tout le monde à travailler ensemble, à développer des techniques, développer des prototypes. Aujourd'hui, vous allez voir très très peu d'entreprises dans lesquelles vous allez avoir des grands projets qui ont été créés ex nihilo, qui sont passés à l'échelle. Vous allez avoir des entreprises qui vont avoir pris des abonnements à ChatGPT, mais dans l'ensemble, les usages... Déjà, les usages sont assez peu répandus. On n'est pas sur une écrasante majorité de journalistes qui se servent de ces outils. Et on n'a pas encore d'outils hyper efficaces, révolutionnaires au sein de la profession qui ont été pensés. Parce que tout ça, ça va être le résultat d'une espèce de dialectique à l'échelle sociologique, voir qui s'en sert pas, pourquoi, comment. Et on est potentiellement au début de quelque chose. Donc voilà, nous on appelle la collaboration en France, à l'international.
Oui, merci. Simon, vous êtes un spécialiste des mutations contemporaines de l'espace public, non, mais ça, et particulièrement aussi de ce qui se passe au Moyen-Orient francophone, si je ne m'abuse. Enfin, pas vraiment, plus. Ok, non, je reprends. Pardon, Afrique subsaharienne. J'ai travaillé sur les terrains africains. Ouais. Okay. Et donc sur les mutations, sont des mutations assez globales, enfin assez généralisées, enfin pas globales, au contraire, mais en tout cas multiples, par rapport donc à ce projet CMA, donc avec cette perspective de l'espace public, du commun, probablement. Enfin, est-ce que vous pouvez développer un petit peu les grands axes de votre projet de formation Alors, bonjour à toutes et à tous d'abord, merci Jacques de l'invitation. Quelques mots de contexte avant de venir plus précisément au sujet, pour dire que moi je porte ici une parole collective, parce que c'est un ensemble de collègues, c'est pas juste moi qui travaille sur ces questions-là, c'est un ensemble de collègues qui travaillent dessus. Je trouve que c'est moi qui suis présent aujourd'hui au sein de l'Institut de la communication de l'Université Lyon 2, qui est donc un institut à l'Université Lyon 2, et dans lequel il y a depuis des années, en fait, c'est pas tout à fait nouveau, une réflexion autour de ces questions-là, et la contextualisation historique qu'on a eue montre bien à quel point ça s'inscrit là encore dans des transformations un peu longues, et c'est une nouvelle étape de ces transformations et de ces chamboulements un peu longs. Et donc on mène cette réflexion, et les IA génératives effectivement nous amènent à faire évoluer cette réflexion. Et dans ce cadre-là, l'Institut et l'Université Lyon 2 portent une réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir. C'est un appel qui est porté par l'État dans le cadre de France 2030, les investissements d'avenir qui ont été lancés par l'État il y a quelques années maintenant, et donc qui propose à des établissements intéressés de porter des projets sur ce qu'ils appellent les compétences et métiers d'avenir. Et donc nous, on fait une proposition sur la question de l'IA qui a été sélectionnée dans une première phase. Il y a encore du travail à faire pour obtenir in fine le projet. Juste, je voulais citer les deux collègues qui portent ce projet, qui sont Julien Belsin, qui est un informaticien, Emmanuel Dupuissal, qui est un collègue chercheur, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et c'est important de le dire parce que c'est à la frontière entre ces deux domaines disciplinaires que ça se joue, en particulier chez nous. Encore un mot de contextualisation avant de venir à l'appel et manifestation d'intérêt. L'Institut de la communication, l'Université Lyon 2, c'est une université. À Lyon, il y a plusieurs universités, qui a environ 30 000 étudiants, 700 enseignants-chercheurs. C'est pas anodin, je reviendrai tout à l'heure. Et donc l'Institut de la communication en son sein, qui propose des formations en journalisme. Et moi, je m'occupe de la formation en journalisme, un master qui s'appelle le master Nouvelles Pratiques Journalistiques, qui est donc une formation au métier de journaliste, formation professionnalisante, qui est opérée par une université publique, c'est pas tout à fait anodin, qui s'appelle Nouvelles Pratiques Journalistiques parce que depuis le début, ça fait maintenant bientôt 15 ans que la formation existe, l'idée c'est d'accompagner des futurs journalistes dans une pratique journalistique qui est capable de s'adapter aux transformations de ce métier. Et donc, la question de l'IA nous est posée de façon tout à fait évidente, et en s'appuyant aussi sur la réflexivité issue de la recherche, puisque je suis, et nous sommes un certain nombre de collègues enseignants-chercheurs, et on a ces deux casquettes-là qui jouent un rôle tout à fait important. Et dans cet institut, donc formation en journalisme, il y a aussi des formations en mode, en culture, en communication et en informatique. Et c'est vraiment important puisqu'il y a des collègues dans cet institut qui sont informaticiens et donc qui sont plutôt spécialistes des questions d'information, de communication, de médias, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de travailler ensemble autour de ces questions-là. Et donc ce projet, il s'appelle, il faut que je retrouve le titre exactement, l'intelligence artificielle responsable pour toutes et tous. Et donc il y a cette idée de responsabilité sur les différents métiers qui sont concernés, en particulier la question du journalisme avec ses enjeux déontologiques, éthiques, qui se posent en particulier à ce métier. Et puis il y a la partie pour toutes et tous. Il y a cet enjeu, cette ambition de comment on peut aussi massifier cette question-là et pas juste former un petit groupe de personnes, une petite élite en quelque sorte, qui serait compétente sur ces questions-là dans une université publique. Donc il y a une brique dans ce projet qui porte sur le journalisme en particulier, j'y reviendrai peut-être après, et puis il y a tout un ensemble d'éléments qui concernent l'ensemble de l'université, donc comment transformer des formations, pas que en journalisme, autour de ces questions d'IA, et puis comment acculturer, on a parlé de culture numérique tout à l'heure, tu as parlé de culture numérique, comment acculturer l'ensemble des étudiantes et des étudiants à ces questions-là, et aussi
les enseignants à ces questions-là, enseignants, parce qu'on sait qu'il y a un grand manque de connaissances, de compréhension de ces questions-là. Donc il y a l'enjeu de comment est-ce qu'on construit des modules de formation ouverts à une échelle de 10 000, 15 000, 20 000 étudiants pour qu'ils puissent les suivre, sachant qu'il y a dans notre université une longue tradition depuis des années de dispositifs transversaux massifs sur les questions numériques en général, avant même la question de l'IA, sur justement ces questions d'acculturation numérique. On part avec cette idée qu'il faut former les étudiantes et les étudiants dès les premières années à ces questions-là. Donc ça passe par des plateformes numériques de formation, des ressources en ligne accessibles aux étudiants et, je le redis, aux enseignants et aux enseignantes. Et puis il y a une partie formation continue aussi, de comment on offre des modules de formation continue à l'IA pour des professionnels en activité, et en particulier des professionnels du journalisme et des médias. Voilà pour une première présentation générale de l'idée. Juste quelques pistes, on l'a déjà évoqué, on va y revenir avec Vincent, mais sur les hallucinations de l'IA, enfin, qui sont une des grandes caractéristiques, qui resteront une des grandes caractéristiques de l'IA d'une part, et éventuellement sur les deepfakes, enfin, bon, comment on peut travailler, comment vous envisagez de travailler sur ce type de problématiques. Alors, dans le cadre du projet, là, on n'est pas encore tout à fait à ce niveau de précision. Là, pour le coup, pour l'instant, on est en train de monter le projet pour pouvoir obtenir le financement clé. Moi, si je le ramène à la question de la formation en journalisme, ce dont tu parles là, c'est d'un des éléments qui impacte l'IA dans la pratique journalistique, dans les étapes de la production de l'information, sur la question de la vérification. Donc, nous, l'ambition, c'est de créer des modules spécialisés autour de ces questions-là au sein de la formation, mais à mon avis, la réponse elle est un peu plus globale que ça. C'est-à-dire que la réponse, c'est pas une réponse technique en tant que telle, c'est une réponse sur une capacité de regard critique que vont avoir nos étudiants et auxquels on va les sensibiliser pour se méfier dans la logique de vérification. C'est toujours revenir aux fondamentaux du métier, hein, c'est vérification et revérification pour pouvoir être appuyé sur des choses extrêmement fortes. Donc, moi, ce que je veux assumer, c'est plutôt de ne pas remettre en cause les fondamentaux, les renforcer les fondamentaux et les équiper après à travers l'expérimentation pour les étudiants. On y revient. Vincent, sur le deepfake. À RSF, les deepfakes, c'est un sujet auquel on s'intéresse depuis assez longtemps. Là, évidemment, il y a une nouvelle donne par la facilité d'accès d'outils qui permettent d'en générer. Je pense notamment à X maintenant, qui est devenu vraiment la boîte à outils du propagandiste idéal, puisqu'on peut à la fois avoir une visibilité algorithmique pour $8 par mois et créer des deepfakes facilement. Et donc, en plus, si on a un abonnement, on peut même gagner de l'argent en faisant de la propagande si on s'en sort bien. Donc, c'est vraiment une machine rêvée. La question des deepfakes, elle est assez compliquée. On la traite de plusieurs sujets. On la traite d'un point de vue légal déjà, pour dire aujourd'hui, il n'y a pas de délit de deepfake, ou alors des délits de deepfake pornographiques dans certains cas. Il faut un délit de deepfake. Il faut pouvoir encadrer ça. Il faut qu'il y ait un délit qui soit harmonisé à minima dans toute l'Union européenne afin de faciliter aussi les enquêtes et la coopération entre les différents services de police, parce qu'un deepfake, il est généré dans un pays, distribué dans un autre, et les répercussions peuvent avoir lieu dans un troisième. Donc on n'a rien qui aujourd'hui permette de prendre en compte la spécificité de ce type d'attaque, notamment contre les journalistes, qui sont à la fois de la manipulation de l'information, de la manipulation de l'opinion, de l'usurpation d'identité et de la diffamation. On réfléchit beaucoup aussi en interne sur les enjeux de confiance qui sont liés au deepfake, parce que l'une des premières analyses qu'on pouvait voir, c'était de se dire en fait, les deepfakes vont faire que les gens vont perdre confiance dans les journalistes, puisque finalement, ou dans l'information en général, puisque finalement, si tout est faux, rien n'est vrai. Et si un journaliste, on peut faire dire n'importe quoi à un journaliste, et du coup, on peut saper la confiance que les gens ont là-dedans. La confiance, c'est toujours un processus de simplification du rapport aux gens, et c'est plus compliqué que ça. Et je crois que on n'a pas de position tranchée, donc là, j'expérimente un peu avec vous, mais aujourd'hui, la notion de confiance est beaucoup plus complexe que ça. On voit par exemple tous les tentatives d'escroquerie, de scam qui vont utiliser des images de journalistes. Là, on n'est pas du tout dans une tentative de décrédibiliser un journaliste, on est au contraire dans le fait de siphonner sa notoriété pour pouvoir escroquer des gens.
Donc ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant, qui nuit au travail des journalistes, parce que qui nuit à leur image, à leur réputation, qui contribue à leur faire du stress et beaucoup de formes d'intimidation. On a également des deepfakes qui vont se servir de la notoriété, de la crédibilité d'un journaliste pour pouvoir faire passer une fausse information. Donc on voit que le rapport à la confiance est un peu plus diffus et complexe, plus complexe que ce qu'on imaginait auparavant, et potentiellement qu'on peut avoir un pic où on va utiliser des grandes figures du journalisme. Je pense à un cas sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est celui du journaliste en Slovaquie, qui s'appelle Monika Todová, qui était victime d'un deepfake audio en septembre 2023, la veille des élections législatives en Slovaquie. Deepfake audio, donc bien plus retors qu'un deepfake vidéo. Les deepfakes vidéo et visuels dans l'ensemble, je ne suis pas certain que ça marche pour l'instant. Les deepfakes audio, ça c'est vraiment vicieux, parce qu'en plus on avait vraiment l'impression que c'était une vraie conversation téléphonique entre elle et le leader du Parti libéral, et c'était une conversation ubuesque où en fait, la journaliste demandait combien vous allez me payer pour que l'électorat retraité vote pour vous, quoi. Évidemment, deepfake diffusé pendant la période de carence médiatique, donc à la veille du scrutin, entre 200 et 300 000 partages sur les réseaux sociaux. Le régulateur slovaque a agi extrêmement rapidement pourtant, et donc a retiré le contenu. On ne sait pas évaluer l'effet des fausses informations sur l'opinion et sur les démarches électorales. Mais il se trouve qu'en Slovaquie, c'est un parti pro-russe qui a remporté les élections, et donc pas le Parti libéral. Mais donc là, cette grande digression pour dire que là, encore une fois, Monika Todová, c'est une journaliste qui est très connue en Slovaquie, c'est une journaliste d'investigation et une podcasteuse assez populaire maintenant. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une instrumentalisation plutôt de la notoriété et de la confiance, voire même de l'affection que les gens peuvent avoir pour un journaliste. Donc en fait, tout ce rapport entre IA, confiance, médias et finalement foi dans l'information va indiscutablement, je pense, connaître des remaniements, être érodé, être perturbé, et on ne sait pas encore comment. Ça va être bien plus complexe et fin que ce qu'on appréhendait. De la même manière, on appréhendait une déferlante de deepfakes de journalistes. Il n'y a pas une déferlante, il y en a plus. Ça, c'est indiscutable, il y en a beaucoup plus. Une déferlante, après une déferlante en soi, c'est pas un chiffre, une déferlante, mais moi, je ne vois pas tous les jours 2000 deepfakes de journalistes. Donc, mais la place des contenus de synthèse, par exemple, là on le voit très bien avec Trump à Gaza, avec maintenant la contre-attaque démocrate qui utilise aussi l'IA générative pour produire des clips de propagande contre Trump. On voit que en fait, ces outils s'intègrent dans un écosystème d'une manière évidemment qu'on n'anticipait pas vraiment, et rebattent un petit peu les cartes aussi de notre créativité, de ce qu'il est moralement acceptable de faire. Et c'est plus, à mon avis, là qu'il va falloir que RSF investigue et patrouille et essaye de comprendre vraiment les ressorts aussi sociologiques de la confiance dans les médias, qui est un de nos piliers d'action, afin de pouvoir agir. Merci. Julien, oui, ces problèmes, évidemment, dans vos formations, vous abordez toutes ces questions qui sont souvent des formations assez techniques, quand même assez précises, même s'il y a des éléments de culture sur les outils, sur leurs limites, sur toutes les problématiques qu'on a évoquées. Mais il y a aussi tout cet aspect que j'évoquais tout à l'heure de l'hackathon et de forme de transversalité nécessaire par rapport à nécessaire et suffisante. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une éducation aux médias sans éducation en réalité par les médias, ou alors pour être encore plus violent, est-ce qu'il ne faut pas faire attention avec la notion d'éducation aux médias au sens où elle présupposerait finalement que les médias seraient porteurs non pas de vérité et de confiance, mais de contre-vérité. Donc que les éléments éducation aux médias et éducation par les médias sont nécessairement associés. Ouais, merci, vaste question. Nous, effectivement, notre approche à West Media Lab, elle est vraiment centrée sur l'expérimentation et la collaboration. Peut-être pour redonner aussi quelques éléments de contexte, on est une association qui existe depuis 12 ans, qui s'est créée en fait pour faire travailler ensemble les médias, les acteurs des médias et les acteurs du numérique.
Donc, au sein de cette association, on a différentes parties prenantes. On a des médias dans toute leur diversité, parce que ça va de grands groupes comme Ouest France ou le Télégramme ou la Nouvelle République, à des radios associatives, des médias indépendants comme Médiacité. Et puis on a aussi des écoles, des acteurs publics, des collectivités et des entreprises tech. Et dans notre approche, on a différentes activités, on fait de la veille, donc on pense que aussi notre rôle, c'est de montrer l'évolution, enfin l'appropriation en fait des nouvelles technologies par les médias et par le journaliste, de comprendre l'évolution des usages, d'apporter de la connaissance, donc de repérer aussi des projets inspirants qui sont faits dans les médias en France et dans le monde. On produit aussi de temps en temps des études. L'an dernier, avec l'Alliance de la presse d'information générale, on pourrait revenir si on a le temps. On a fait une étude sur un guide pratique en fait de désinfox à l'usage des journalistes. On a une approche aussi plus classique de formation. La première formation qu'on a faite, c'était sur le data journalisme, à un moment où il n'y avait pas de formation sur le data journalisme, donc il y avait aussi un besoin qui nous était remonté concrètement. Et depuis 2 ans, effectivement, on fait de la formation à l'IA, à l'attention des journalistes, et on l'a fait évoluer. Et c'est assez intéressant de voir aussi comment d'ailleurs les attentes des journalistes évoluent sur ces formations. On fait du partage d'expérience et de connaissances à travers des événements. On a notamment un événement qui s'appelle le Festival de l'info locale. Et j'y viens. Une de marques de fabrique qui est la nôtre, c'est aussi effectivement le hackathon. On s'est inspiré de ce qui se faisait en fait dans l'univers informatique et numérique. Donc hackathon, on pourrait dire aussi marathon créatif pour ceux qui ne parlent pas le hackathon. Donc concrètement, on a dû en faire une quarantaine là, depuis une dizaine d'années. On en a tous les ans. Le dernier qu'on a fait à Nantes, il était sur le journalisme et l'IA. Donc concrètement, là, on a 3 écoles qui mobilisent leurs effectifs étudiants. Une école de journalisme, Sciences Po à Rennes, qui a un master enquête et reportage. Une école d'informaticiens, Polytech à Nantes. Et une école de graphisme et de design qui est à Gers à Nantes. Donc ça représente une petite centaine d'étudiants. Et les étudiants forment des équipes en fait, pluridisciplinaires et travaillent au service avec un média. Donc les professionnels viennent aussi avec une idée. Et ils vont passer 4 jours, les étudiants ensemble, un peu moins pour les professionnels parce que c'est difficile de leur demander ce temps-là, mais ils sont quand même très présents la première journée, et puis ils maintiennent le lien avec leurs équipes par la suite. Et ils font un projet de A à Z. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis assez longtemps. On a commencé par le data journalisme, et donc on aboutit sur des projets de contenu numérique qui sont interactifs, puisqu'on a l'informatique, qui sont graphiques et visuels, puisqu'on a les étudiants aussi en design, et qui sont des projets journalistiques à chaque fois. Et cette année aussi, l'idée c'était de se dire, il y a la formation, ok, la formation initiale c'est important, la formation professionnelle, mais essayons d'avoir un cadre aussi tous les ans où on expérimente en s'appropriant les outils, par le projet. On avance par le projet et on voit les questions qui se posent. Et cette année, c'est la première fois où on a demandé en fait, à tous les participants de se poser la question de ce que l'IA pouvait apporter à chaque étape du projet. Donc, la première étape, c'est on cherche des idées, comment on va traiter ce sujet, quelle forme il va prendre, donc tout ce qui est un peu idéation. Ensuite, on rentre aussi dans de la maquette, voilà, prototypage, maquette. Là aussi, qu'est-ce que peut apporter l'IA? Ensuite, on rentre dans la production, création graphique, production journalistique, production de code. Qu'est-ce que peut apporter l'IA? Puis jusqu'aux phases de test, etc. Et à la présentation du projet. Et donc là, cette année, c'était la première fois qu'on demandait cet exercice, et qu'on le demandait sans obligation. C'est-à-dire que les participants étaient invités à utiliser. L'obligation, c'était de se poser la question, mais ils pouvaient choisir d'écarter l'IA, mais ils devaient expliquer, notamment les étudiants, dans un rapport, parce qu'ils sont évalués là-dessus, les étudiants. Il y a un enjeu, ça rentre dans la pédagogie, il y a un enjeu aussi pour eux, d'expliquer pourquoi ils avaient utilisé ou pas l'IA. Et voilà, ce qui était intéressant cette année à observer, c'est, je trouve, c'est déjà la disparité des niveaux au départ. C'est-à-dire qui était très grande. Alors, il y a des professionnels qui venaient, qui étaient référents IA dans leur rédaction. Il y en a d'autres qui avaient essayé 1 ou 2 fois ChatGPT. Et les étudiants, c'est
c'était un peu la même chose. Les écoles, évidemment, commencent à former leurs étudiants sur ce sujet, chacun à leur niveau. Mais on est encore au début, on sent bien, sur des approches. Il y a plein de questions qui se posent. Tout ça n'est pas encore normé, mesuré, évalué. Ensuite, entre professions aussi, je trouvais qu'il y avait quand même plus de réticence des graphistes, qui alors, eux, sont un peu, devant Midjourney, des outils comme ça, ils sont un peu... il y a un peu un vertige quand même parce que techniquement, voilà, on arrive ils peuvent les dépasser très vite. Donc les journalistes aussi, les étudiants en journalisme, donc là l'approche était différente, mais quand même, je sentais un peu plus quand même de réticence, de questionnement, pas toujours une maîtrise du prompt. Alors que les informaticiens, alors eux, ils étaient déjà presque trop parfois dedans. C'est-à-dire que parfois, ils allaient même redévelopper des choses qui existaient déjà sur étagère. Mais voilà, c'était assez naturel pour ces jeunes en fait, d'utiliser l'IA pour générer du code. L'autre constat qu'on a fait, je trouve qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet baguette magique. Ça, je pense quand même que y compris les médias qui sont venus avec leur projet étaient conscients de ça. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'IA fasse tout, ou qu'ils ne venaient pas avec des projets qui autrefois étaient impossibles, qui d'un seul coup seraient possibles avec l'IA. Ça prend du temps d'utiliser ces outils, etc. Et le constat, c'est que l'IA, dans les projets, il y a une dizaine de projets qui ont été faits. Elle a surtout été utilisée pour trouver des idées. En se disant peut-être que nous, dans notre équipe, on réfléchit à comment on peut traiter, comment on peut mettre ça en forme, mais peut-être qu'on a des limites, qu'on a des biais, et que l'IA peut nous aider peut-être à les dépasser, à trouver des idées qu'on n'aurait pas eues seul. La fouille de documents, ça c'est très clairement sur le data journalisme en particulier. Par exemple, Médiacité, qui est un média d'enquête, qui était présent, eux ont travaillé sur les délibérations à l'échelle de la ville de Nantes, donc les délibérations du conseil municipal. Et d'aller trouver dans 50 délibérations les subventions, et puis l'analyser aussi par thématique, de voir concrètement... voilà. Donc là, évidemment, on donne ça à des outils, je crois qu'ils avaient notamment utilisé Notebook LM, qui est un outil de Google, et on a des choses tout de suite très, très intéressantes, on a des gains de temps. Et puis une autre utilisation, je vous le disais, c'était sur le code, beaucoup. Donc en fait, des choses qui à la fin finalement sont assez invisibles pour l'internaute, pour le public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet « Ah oui, c'est un projet IA, c'est extraordinaire ce que les journalistes ont fait ». Ça reste un projet multimédia, un projet de journalisme numérique. Et on ne voit pas toujours en fait, comment l'IA est utilisée. Oui, il y a un autre cas aussi qui était très, très utile, c'est des cas d'adaptation, la retranscription. Par exemple, l'Est républicain, avec toute une collection de podcasts sur le fait divers, grâce aux outils d'IA, d'analyse, on les retranscrit en texte. Et cerise sur le gâteau, on fait des résumés, et en plus, on peut créer des connexions entre un podcast et l'autre par des similitudes qu'on a observées dans des faits divers. Et donc, ça a permis de revisiter, de réexplorer un peu la série de podcasts de l'Est républicain. Voilà. Après, pour ne pas être trop long, faire circuler la parole, mais les limites, évidemment, d'abord, la difficulté à prompter. C'est-à-dire qu'en fait, si on est directeur artistique et qu'on a, par exemple, une très grande connaissance, enfin une bonne connaissance en fait de la création des références, etc., on peut guider l'IA vers ce que l'on veut comme un bon assistant. Mais si on n'a pas le bagage suffisant, c'est quand même difficile de bien prompter. Pareil pour l'expertise des journalistes, etc. Les étudiants comme les professionnels en arrivaient à la conclusion que c'était utile dès lors qu'ils maîtrisaient le sujet. Dès lors qu'il y avait une maîtrise du sujet, je crois qu'on est vraiment d'accord sur ces aspects-là. Et voilà, donc après, ça a posé pas mal de questions. Les gains de temps, c'est discutable encore aujourd'hui, parce que comme on n'a pas un niveau de formation, je pense, suffisamment élevé partout, on passe quand même beaucoup de temps à essayer des outils, à comprendre comment ils fonctionnent, etc. Et au regard du temps gagné, certes, mais du temps passé aussi à manier ces outils, c'est discutable.
Mais voilà, ça c'était quelques retours d'expérience que je vous fais à chaud pour aller voir si les projets sont en ligne. Mais voilà un peu nous ce qu'on a appris de cette expérience-là. Et on a appris des choses qui sont complémentaires de ce qu'on peut faire en formation, je trouve, en formation professionnelle ou en formation initiale. Sur les transformations des attentes des journalistes que vous avez évoquées très rapidement, qu'est-ce qui bouge? Est-ce que, dans la formation, est-ce qu'il y a, je dirais, une volonté de s'emparer des outils, de les discuter, de les accommoder peut-être? Alors, par définition, nous, les gens qui viennent à nous, ils sont plutôt ouverts, quand même. Ils ont envie de comprendre, d'essayer, donc ils ne sont pas sur un principe de blocage de ces outils. Donc forcément, il y a déjà un biais par rapport à leurs attentes. Mais ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est qu'il y a 2 ans, les sujets, c'était quand même beaucoup autour de la compréhension de ces modèles, la compréhension des IA génératives, leur potentiel, les questions éthiques qui se posaient. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on était très très vite, on a eu des chartes partout, et je trouve ça salutaire. Et ça n'a pas été le cas sur d'autres étapes de la révolution technologique. Quand on est arrivé des moteurs ou des réseaux sociaux, on n'a pas eu aussi vite des chartes qui ont été mises en place. Donc on avait beaucoup de questions de cet ordre-là, et plus ça va, plus on évolue sur du pratique, vraiment maîtriser l'art du prompt. Comparer les outils, parce qu'il y a tellement d'outils que voilà, on est un petit peu perdu. Donc en termes d'efficacité, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est dans le profil, on a beaucoup aussi de journalistes qui sont un peu isolés dans leur travail. Je pense aussi à des pigistes qui viennent sur ces formations parce que en fait, l'IA pour eux est une sorte de collègue virtuel ou d'assistant qui va pouvoir à un moment leur être utile, leur tenir compagnie, d'avoir un regard extérieur que va pas pouvoir forcément leur offrir un collègue dans une rédaction immédiatement. Ou ça, je trouve ça aussi intéressant dans les évolutions. Et après, il y a les questions écologiques aussi qui là montrent beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, on a des demandes en formation où on nous demande d'emblée à pouvoir mesurer l'impact des différents usages et avoir une pratique responsable de l'IA. C'est compliqué. Parce que là-dessus, on commence à avoir des études, mais elles ont plutôt été faites sur les modèles d'apprentissage que sur les usages. Mais on voit bien que par contre, c'est des questions qui montent assez fort de la part des journalistes. Oui, les gains de temps, c'est un élément marketing, comme vous savez, pour imposer l'IA un peu dans toutes les entreprises de presse. Vous allez gagner du temps. On n'en est pas encore aux économies d'échelle, probablement. Peut-être que ça gagne un peu de temps, ça en perd aussi beaucoup, avec il y a un certain nombre de risques. Ce qui peut être probablement souligné, c'est que vous parliez des questions environnementales. À l'origine, si on a une petite représentation de la planète et des problématiques de l'Anthropocène, dites de l'Anthropocène, c'est parce qu'on a des data, on a des données, et que sans ces données, il n'y a pas de problème climatique. Enfin, aucune façon de le mesurer. Donc la question quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a de fait des multiplications de données exponentielles, à un point probablement sans doute paradoxal par rapport aux évolutions de la planète. On espère que de nouveaux ordinateurs quantiques permettront de résoudre le plafond. Alors, ce n'est pas un souhait technologique, mais on arrive à un moment où les ordinateurs traditionnels ne répondent plus à la fameuse loi de Moore et ne développent pas tous les ans leur capacité. Enfin bref, il y a des limites qui sont atteintes. Et donc là, on tombe sur des problèmes assez sérieux. Et puis, il y a aussi tous les problèmes de confiance là, qui ont été évoqués. Cédric, vous travaillez dans un projet qui s'appelle Catapulte, notamment sur la question du traitement des réseaux sociaux. Alors, pour dire le traitement des réseaux sociaux, si vous allez à l'INRIA,
vous dites bonjour aux chercheurs et aux ingénieurs de l'INRIA, puis vous leur dites rendez-moi compte de l'ensemble des faux comptes qui sont utilisés, de l'ensemble d'où ça vient, etc., etc. Les chercheurs de l'INRIA sont tout à fait capables de faire ça une journée et en mobilisant toutes les ressources de l'INRIA. Et ils le font pour démontrer aux ministères qu'ils sont en capacité de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens informatiques de faire ça. Mais ils sont absolument incapables d'accumuler ces données dans le temps et d'en faire un travail, notamment par rapport avec des chercheurs comme moi en sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que ça n'est pas possible. Or, vous savez que l'un des lieux problématiques de diffusion des fausses informations, c'est précisément les réseaux sociaux. Alors, Cédric, peut-être ? Oui, bien sûr, merci Jacques. Oui, Catapulte, je vais peut-être projeter. Catapulte, c'est un projet hybride de recherche-action qui regroupe universitaires, journalistes et citoyens, notamment à l'Université de Strasbourg, je fais un clin d'œil à Cédric, Toulouse et des journalistes et bien entendu des citoyens. Alors, c'est un projet qui est au service de la diffusion des savoirs sur les transitions et la consolidation des compétences des journalistes en matière environnementale. Alors, le contexte aujourd'hui, face à la crise de confiance qui s'installe du fait de la désinformation qui monte, qui ne s'arrête pas. Alors aujourd'hui, il est important, il est même nécessaire de réfléchir à des pistes de solutions pour faire face à ça. Donc Catapulte s'inscrit dans cette dynamique et le contexte, bien évidemment, j'ai commencé à le dire, la crise climatique s'installe, bien évidemment, avec l'actualité aux États-Unis récente, l'illustre parfaitement. Et dans le même temps, la désinformation ne cesse de monter. Et face à ça, les journalistes ont commencé à se mobiliser. Bien entendu, la CEJ organise des états généraux de l'emploi et de la formation des jeunes. Ça, c'est déjà un acquis. Mais aussi, il y a la charte pour un journaliste à la hauteur de l'urgence écologique qui est signée par plus de 1500 journalistes. Donc, la mobilisation, elle est là. C'est vrai qu'elle vient de commencer et elle va continuer à grimper. Donc, Catapulte, c'est un peu ça. Les journalistes se mobilisent, mais ils doivent évoluer face au paradoxe informationnel qui se pose aujourd'hui. La montée du climato-sceptisme, c'est une réalité qui est là. L'hyper-personnalisation de l'information, qui fait aujourd'hui, qui est ampliée par ailleurs par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le citoyen est exposé à une hyper-personnalisation de l'information qui, en définitive, favorise la polarisation et la désinformation et surtout le schisme de réalité. Alors, donc, ces paradoxes existent et Catapulte s'inscrit et essaye de répondre à un certain nombre de questions. Comment traverser ces paradoxes pour faire rapidement circuler les informations et les connaissances sur les territoires? Alors, comment créer de la relation et de la coopération en faisant circuler, bien entendu, un récit de la transition auprès des acteurs? Donc, autant de questions que Catapulte essaye d'apporter des solutions. Alors, sur la question des réseaux sociaux, alors, David Chavalarias a écrit un livre formidable que je recommande sur la question de comment, par exemple, si nous prenons X sur la question environnementale, alors toute la désinformation qui circule, comment le journaliste arrive à avoir un œil sur les tendances qui circulent sur les médias sociaux, afin de traiter en conscience les sujets qu'il aborde. Bien entendu, les réseaux sociaux sont des sources non fiables. Alors,
nous, au sein de Catapulte, on a pensé qu'il était important de créer un commun de connaissances et de savoir qui permet justement aux journalistes, dans le traitement de l'information, d'avoir un œil sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la question écologique. Quels sont les types de désinformation qui circulent, quelles sont les tendances, quels sont les sujets. Et le premier sujet sur lequel on a commencé à travailler, c'est le recyclage des batteries électriques. Alors, sur un sujet comme ça, la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Et parfois, on se pose la question, est-ce que le journaliste, dans le traitement, dans la pratique professionnelle de tous les jours, il a une vision, même si elle est assez large, sur ces questions. Alors, donc, au sein de Catapulte, nous essayons de créer une plateforme qui retranscrit, qui relate toutes ces dimensions sur la question environnementale, sur la question des transitions. Le projet a commencé. C'est vrai, nous ne sommes qu'au début du projet, mais on avance à petits pas. J'espère qu'on va avancer aussi rapidement. Donc, voilà un peu. Et ça pose une autre question que je voudrais peut-être inviter. On ne va pas trouver la solution. Est-ce que le journaliste, aujourd'hui, il va continuer à être un historien du présent? Ou la question de la garantie de l'information qu'il donne, la garantie de l'information, aujourd'hui, se pose avec beaucoup plus d'acuité. Est-ce que il n'y a pas nécessité d'aller vers un 6e W aujourd'hui, qu'est la garantie de l'information? Alors, on aura l'avis des uns des autres tout à l'heure, mais je pense qu'il sera nécessaire, face au défi de l'IA, d'aller vers cette option. Allez, merci Jacques. Merci. Je pense qu'il est temps de donner la parole à la salle et à vos questions. C'est la première qui est la plus dure. Oui, moi je suis journaliste en presse quotidienne régionale. J'ai une question pour West Media Lab. Vous avez parlé d'outils qui étaient en fait en test par les étudiants. Est-ce que vous avez déjà des exemples d'outils qui, pour le coup, sont au point et qui pourraient être utilisés par les étudiants en journalisme ou les journalistes ? Non, peut-être je suis mal exprimé. Nous, on n'a pas développé d'outils, donc on n'a pas d'outils en test. En fait, les étudiants ont testé, ont pris en main les outils qui sont sur étagère aujourd'hui, qui sont les outils d'IA générative les plus connus, enfin chacun dans leur domaine, mais on n'a pas de testé d'outils spécifiques. On se ferait un plaisir, si on peut, de rajouter Spinoza dans la liste des outils la prochaine fois, sur un prochain hackathon. Mais voilà, on n'est pas allé à développer des outils de notre côté, contrairement à ce qu'a fait RSF. Non, je me permets, parce que je suis un peu frustré, parce qu'au départ, je ne devais pas être spécialement modérateur de cette table. Non, juste pour vous dire, le sujet du plissement numérique du monde, enfin, ce que vous devez comprendre sur ce que l'IA manifeste, de ce qu'elle transforme, c'est que depuis très longtemps, à bas bruit, circulait quelque chose qui s'appelait les données, les capteurs et leur labellisation à l'intérieur des systèmes sociaux. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il y a la représentation. Donc ça, c'est de l'autodescription des systèmes. Toutes les gouvernances ont besoin de s'autodécrire. Chaque système s'autodécrit. Il a vocation à s'autodétruire, s'autodécrire pour éviter de s'autodétruire, précisément d'avoir des éléments pertinents de son environnement et de les intégrer. Donc, pour bien comprendre ce dont il est question aujourd'hui, là, et on a tous les prophètes là, du systémisme, c'est de dire l'objectif, c'est, dans une société des risques, de prévenir notre avenir avec des données validées, des indicateurs, des labellisations. Voilà. Ça, c'est les systèmes d'autodescription. Ils existent dans tous les domaines.
sur les journalistes aussi. Les médias ont leur système d'autodescription traditionnel. Les médias et le journaliste tel qu'il est apparu, il est apparu au Quattrocento, 1450, à la fois l'invention de la perspective, la galaxie Gutenberg, c'est-à-dire un système de représentation. Et ce n'est pas du tout la même chose, la représentation, que l'autodescription. La représentation du monde. Et cette représentation qui nous est donnée par les humanités, c'est une représentation claire en miroir du monde, critiquable par son cadre. Le journalisme est un contre-pouvoir, donc un pouvoir donc critiqué pour la représentation qui va donner du monde, pour un certain nombre d'éléments. Ça fait partie du jeu des humanités et de la démocratie. Ce qui est en train de se passer avec les réseaux sociaux, c'est réellement un nouveau média qui est en train de se mettre en place. Ce nouveau média, il fonctionne de manière totalement différente. Ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre et à appréhender, c'est que ce média n'a pas vocation à donner des images claires du monde. Il donne une ombre du monde, une nouvelle représentation du monde, attachée comme nous sommes attachés au monde par l'interactivité, comme notre ombre est attachée à nos pieds. C'est-à-dire des images qui nous font peur parce qu'elles sont en permanence déformées, déformantes du monde. Et on sait très bien que la vague de désinformation tient à l'utilisation cynique de cette propriété, de cette nouvelle image. La réalité de ce à quoi nous sommes confrontés collectivement derrière dans les problématiques de confiance, c'est que les systèmes d'autodescription, y compris des médias, se combinent avec les systèmes de représentation. C'est-à-dire combien, en tant que journaliste, vous allez faire de clics, combien, etc. Et ça se fait en temps réel. Alors que la propriété fondamentale du journaliste, ce qu'il pouvait assumer de responsabilité, de vérification, c'était précisément qu'il ne savait pas a priori quelle serait la pertinence de ce qu'il allait publier, même s'il a une bonne connaissance de son lectorat. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une dimension de non-répétition, d'informations nouvelles produites. Or, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est des mises en place de boucles de récursivité, à savoir un certain nombre de gens, souvent du fond de marketing, et plus ils ont des grosses données, et mieux ça fonctionne, qui vont pouvoir dire « vous faites tant de clics, vous faites ceci, vous faites cela, vous avez un retour en temps réel sur votre pratique. » Nous, on analyse ces indicateurs, et on impose, en fonction de ces indicateurs, des éléments éditoriaux. Ça, c'est un risque massif d'évolution, enfin vraiment qui est un des risques graves, je dirais, et qui va bien au-delà, même s'il y a d'autres risques graves dans le contexte. Celui-là est un risque particulièrement grave. Et mon collègue Cédric Ouno a raison de manifester que ceci impose effectivement un certain nombre de cadrages, parce que l'utilisation des données, il n'y a pas que l'IA qui a des hallucinations, c'est-à-dire que l'utilisation des données par des êtres humains, statistiquement, pour tous ceux qui ont déjà travaillé sur des bases de données, de comment elles sont nettoyées, comment elles sont traitées, on en connaît la complexité de sortir des conclusions. Mais vous pouvez avoir des gens qui disent « nous maîtrisons les données et nous savons quelles sont les conclusions, et en tout cas, quelles sont les conclusions auxquelles on veut arriver. » Donc, le débat, il est important parce que d'un côté, ça a été souligné via les données, la possibilité d'aller chercher du lectorat, d'hyper-personnaliser l'information avec le danger du commun, mais en même temps, c'est quand même un élément extrêmement important de pouvoir personnaliser l'information, de donner l'information que les gens attendent. Donc, comment on hyper-personnalise l'information via des datas, comment on crée des communs par une ligne éditoriale maintenue. Et donc, il faut maintenir cette tension
Et accepter aussi, effectivement, je pense, hein, mon collègue l'a dit, ça ne change rien au journalisme. C'était inhérent au journalisme, les 5 W. La vérification de l'information. Mais que tout d'un coup, y compris les journalistes, à cause des réseaux sociaux, sont rentrés, nous sommes tous rentrés. Il n'y a pas ici quelqu'un qui est hors du champ, comme ont pu l'être historiquement les journalistes en tant que gatekeepers de l'information. On est confronté à des initiatives citoyennes, on est confronté à un tas d'éléments qui viennent de partout. Il n'y a plus de position détachée. Et donc la spécificité du journalisme, c'est d'expliciter, en plus des 5 W, la manière dont ils produisent des vérités ou des narratifs, d'associer ça. Et donc tout ça, c'est la même chose. On revient aux fondamentaux et en même temps, c'est quand même un petit peu différent et ce n'est pas des différences tout à fait mineures, quoi. Là, les transformations sont extrêmement importantes. Oui. Petite question, petite question à propos de ce fameux 6e W. Ouais. Vous y avez fait référence, Cédric, explicitement tout à l'heure, et puis là, tu viens de faire référence plus implicitement. Concrètement, ça se traduirait comment dans le travail concret du journaliste? Ça ne se traduit pas que dans le travail du journalisme. Ça veut dire que c'est globalement ce qu'on observe aujourd'hui. C'est des scientifiques qui sont très attachés à la vérité dans leur système et qui se disent « mais notre vérité n'est pas entendue ». Donc nous allons nous transformer en communicants, c'est-à-dire des scientifiques qui prennent le boulot de communicants en pensant, et parfois ils sont très bons, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça crée des ambiguïtés sur un scientifique qui lui-même valorise sa propre information, etc. dans le système social, nous pose un problème de la place où il est. Donc la question, c'est que l'arrivée de l'IA impose pas spécifiquement un déplacement aux journalistes, mais enfin, moi, quand je suis dans mon université, je vois des scientifiques qui ont en gros un discours populiste sur les journalistes. Souvent. Et je leur dis, mais ça vient d'où, quoi? Enfin, vous êtes des scientifiques, c'est incroyable que vous puissiez tenir ce type de discours. Et donc, il faut ramener les scientifiques là ils doivent être, pas dans leur fonction de communicants, ramener les journalistes là où ils sont, mais ça demande une explicitation de l'activité. Ça veut dire quoi, une explicitation de l'activité? Et je disais, les journalistes maintenant sont en immersion dans le terrain. Parce que politiquement, on a toujours parlé des problèmes des démocraties représentatives et de rentrer dans le champ des démocraties participatives. Mais précisément, les réseaux sociaux, avec toute leur folie et leur dérèglement, relèvent des dérèglements d'une forme de démocratie participative manipulée. Donc la question, c'est pour l'information, la presse quotidienne régionale, de retrouver le travail avec ses lecteurs autour de projets, par exemple, environnementaux, qui mettent en place à la fois les besoins des scientifiques, des collectifs citoyens, de la production d'informations par les journalistes, et le tout dans un esprit de commun et de collectif. C'est ça que ça veut dire, en fait, d'expliciter. Alors, on ne peut pas tout expliciter, mais ce 6e W, cette garantie-là, elle tient à ça, c'est-à-dire d'accepter le jeu de l'immersion, et pas une immersion qui se limite à la fois tout ce qu'apporte et tout ce que limitent les réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une hybridation avec le concret et un travail des journalistes qui est toujours ce travail de terrain, parce que la déshumanisation propre au big data, elle existe, et donc le travail du journaliste redevient ou doit encore plus être un travail de terrain et un travail dans la construction d'un commun peut-être un peu plus partagé, quoi. Alors après, ça pose un tas de problèmes. Par exemple, sur les médiations scientifiques, est-ce que les journalistes doivent coécrire des papiers? Ce qui est une question assez délicate, mais il faut voir qu'aujourd'hui, la réception que font les scientifiques, alors bon, je ne peux multiplier que des exemples personnels, on va dire, mais de collègues qui me disent, mais j'étais en contact avec un journaliste du Monde, il a écrit ça, c'est pas du tout ce que, enfin, etc. Est-ce que ça exige une réécriture commune,
Si c'est fixé peut-être au départ, dans un cadre comme ça me paraît envisageable. En tout cas, ces cadres-là doivent être réfléchis de manière très nette en amont, quoi. C'est ça que je veux dire dans l'explicitation, dans ce 6e W de garantie. C'est-à-dire une garantie de confiance sociale, quoi. Parce que, voilà, avec toutes les initiatives que vous voyez, avec toutes les problématiques qui sont posées dans les questions de... Je dis qu'il n'y a pas de lieu d'exclusion où on pourrait juger fondamentalement, mais on peut être d'accord, pas d'accord, hein, mais de retrouver ce lien de confiance. Et ce lien de confiance, il passe par des initiatives, par du travail commun, et que ça engage effectivement presque tous, avec la possibilité des oppositions. C'est ça, et le défi de l'IA, en réalité, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver du commun dans un cadre pareil? Après, il y a toutes les questions technologiques, il y a un tas de choses qui sont importantes. Hein, voilà. Mais notre défi à nous, et notamment, bon, puisque là, vous voyez, on est dans un esprit d'ouverture, c'est la conférence des écoles, mais ce que je disais, c'est qu'on est aussi en plein moment de réflexion, mais que cette réflexion sur le commun, en tout cas, on l'a conduite au sein des écoles de journalisme, là, depuis quelques années, quoi, et on en voit les effets déjà très positifs, je crois. Pas de regrets? Pas de questions? Voilà, écoutez, je vous invite vraiment à aller... Alors, bon, pour Spinoza, c'est un peu difficile d'y accéder directement. Ça passe par Hugging Face, donc c'est pour bientôt. Voilà, et oui. C'est pour bientôt, avec toute la documentation pour pouvoir mettre n'importe quel algorithme open source de son choix. Soit un algorithme pas de très bonne qualité, mais qui marchera très rapidement, soit un algorithme un peu plus lent. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose... C'est pas un outil à destination du grand public. C'est vraiment pour penser pour les journalistes, donc ça demandera toujours un peu de manipulation. C'est typiquement penser pour ce que vous faites. Appeler des gens compétents qui vont pouvoir recréer ce commun entre techniciens et journalistes pour pouvoir après développer un outil, le personnaliser, puis le faire vivre tout simplement. Et d'aller voir le site de West Media Lab, hein, où on a quand même, il y a pas mal de jolies choses. Voilà. Merci beaucoup.